première. Alors, du coup, moi, l'idée, c'était de travailler sur la question de l'impuissance des aidants et du coup, d'être à sa place comme une réponse à l'impuissance. C'est peut-être un des premiers sentiments qu'on a, avec la peur, avec tout ce qui est lié à ça, quoi. C'est-à-dire quand on t'annonce un cancer, c'est qu'est-ce que je peux faire, quoi. Ouais. Et là, tu es impuissant, enfin, tu t'en remets au médecin dans un premier temps, quoi. Ouais. Et ça, c'est par rapport à la maladie. Et du coup, cette impuissance-là, je pense que moi, je l'ai ressentie dans un premier temps par rapport à la maladie, c'est-à-dire que tu peux pas soigner la personne. Tu es limité dans tes actes, tu es impuissant par rapport aux décisions, par rapport à l'attente. Enfin, je veux dire, l'attente des résultats, les choses comme ça. Je veux dire, donc, tu as ce côté-là qui est un petit peu délicat, où l'impuissance à essayer de rassurer aussi la personne, c'est-à-dire quand c'est les premières phases, que tu sais que le cancer est là, mais tu sais pas encore à quel stade, tu sais pas comment ça avance, comment ça évolue. Tu as envie de rassurer la personne, mais t'as pas les mots, tu sais pas. Et t'es impuissant par rapport à ça, parce que réellement, dans le fait, ben, tant que t'as pas de concret, quoi. T'as pas plus de concret, c'est les médecins qui vont te l'apporter. Et, euh, et ça, c'est la première impuissance. La deuxième impuissance, qui est plus liée à celle d'être aidant, c'est vraiment plus le côté tel que je l'ai ressenti, c'est comment tu aides, quoi. Comment t'aides la personne, parce que c'est pas évident et que rapidement tu peux te retrouver à, à faire mal les choses. On pourrait donner par exemple de vouloir en faire trop pour la personne, ou d'être trop attentionné, ou des choses comme ça, et la personne va mal le vivre parce qu'elle va se sentir finalement assistée. Euh, et il y a tout un calage à se faire pour être sur le bon tempo par rapport à la personne qui est malade, et ce tempo qui évolue au fil de la maladie, quoi. On n'est pas les médecins, donc on va aider les gens, On peut pas les guérir, quoi. on peut pas les guérir, et du coup on va les aider dans leur confort, dans la façon de vivre la chose, en étant parfois simplement à l'écoute, et puis euh, et puis parfois en étant un appui ou pour aider la personne à avancer, à aller faire un peu plus d'espoir, un peu plus de joie de vivre, parce que la vie s'arrête pas, donc il faut continuer d'en profiter, même si parfois elle est beaucoup plus difficile, notamment pour la personne malade. Moi, là aussi, où j'ai trouvé la difficulté en accompagnant, c'est quand on voit la personne souffrir, moralement ou physiquement, et de se dire, en fait, je peux rien faire, je voudrais prendre son mal, parce que je voudrais pas qu'elle souffre, parce que c'est quelqu'un qu'on aime, et en fait, se dire, mais il lui arrive une tuile, une nouvelle annonce négative, et on le voit enfin, vraiment se mettre à pleurer, se dire mais et se poser toutes les questions face à la maladie, la mort, l'échéance et tout ça. Et, et nous, en fait, enfin, là, on n'a pas les mots. Moi-même, en tant qu'infirmière, j'ai pas les mots. Parce que, et c'est, je sais même pas quoi dire, quoi. Là, on se sent, on est dans un moment juste d'impuissance, quoi. Souvent, il y a des moments où ça peut vite être très difficile et c'est vraiment compliqué de trouver des mots parce que la personne déjà elle n'est pas en attente de ça, d'être rassurée, elle a besoin aussi d'être dans le dur face à la réalité. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont difficiles. Après, une des difficultés quand on parle de se projeter, c'est de se rendre compte à quel point la personne souffre, le malade souffre. Des fois, on marche un petit peu sur des œufs. Enfin, moi, c'est le sentiment parfois qu'on a entre je pousse ou je tire et je laisse les choses se faire, dans le sens où la personne qui parfois peut être un peu émotive par rapport à tout ça, peut vite se dire c'est trop dur. Déjà, être là, Ouais. déjà c'est un premier point. Après, chaque personne est différente. Chaque personne va vivre sa maladie différemment. Et la maladie et le fait de réaliser que l'épée de Damoclès présente fait réagir aussi différemment, change parfois la façon de voir la vie.
Et je pense que le premier point le plus important, c'est la communication. C'est d'essayer de comprendre et de s'accorder entre ce dont la personne malade a besoin, que l'aidant peut apporter. Cette communication-là, elle permet aussi d'éviter que les rôles, enfin de préciser les rôles, d'éviter qu'ils s'inversent. Parce que la personne malade pourrait très bien essayer de surprotéger la personne aidante. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Là, moi, par exemple, j'ai été aidant pour Michiko qui était atteinte d'un cancer. J'ai été à la suite aidant pour mon fils face au deuil de sa maman. Très rapidement, mon fils a cherché à me protéger alors que c'était pas du tout son rôle. Et là, c'est la communication, en expliquant les choses, en posant que finalement les choses redeviennent naturelles, parce que le but du jeu, en fait, c'est d'être naturel. Je pense que vivre, c'était le bon terme, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas parce qu'on est malade et qu'on a peur de la mort qu'il faut l'attendre, et surtout pas, quoi. Je pense que le premier point, c'est la communication. Il faut pas hésiter à demander, à se faire expliquer, à écouter, à essayer de comprendre ce que la personne elle a besoin. Il y a eu des moments, par exemple, où, sans forcément avoir mis de la communication, vous vous êtes rendu compte qu'entre les attentes et la réponse, il y avait un décalage et après en mettant de la communication, ça changeait les choses? Tu as Il y a eu des exemples en tête? alors, si je cherche un peu, je suis sûr que je trouverai un exemple. Mais puis ça remonte un petit peu à quelques années maintenant, parce que c'est surtout au début, parce que finalement après Le mode de fonctionnement. le mode de fonctionnement s'installe et tout est plus naturel. Même si dans la vie on évolue tous, mais oui, il y a des moments. Tout à l'heure je parlais de l'attention, du regard qu'on peut avoir et du regard que le malade peut ressentir aussi. Et je pense qu'il y a eu un décalage aussi à un moment donné entre le regard peut-être trop attentionné que je donnais, elle, le regard, enfin l'interprétation de ce regard qu'elle avait, qui était faussée par rapport, qui était faussée aussi. C'était pas au même seuil que certaines personnes, quand elle me l'a souvent dit, mais quand elle expliquait qu'elle était malade, et je l'ai ressenti en tant qu'aidant, c'est-à-dire en parlant que ma femme était malade, il y a des personnes qui regardent comme si la mort, elle était là, elle était présente. C'est très dur. Alors c'était peut-être pas à ce niveau-là, mais c'était important quand on est proche d'être sur une bonne phase. Tu pas là pour guérir, mais en fait, tu pas là pour être un sauveur d'un proche malade et en fait, c'est simplement d'être là. Ouais. T'es là en cas de besoin. Même si tu es là pour que ça aille, si ça va bien aussi, pour prendre les bons moments, Oui. pas que pour le négatif, Ah, en mais fait. clairement. Tu es là aussi pour partager des bons moments, en fait, parce que là, on parle de la maladie, mais c'est aussi être présent dans le positif. Il faut vivre et je pense qu'aussi on est là, le fait parfois on peut se dire, on peut hésiter à faire des choses pour nous-mêmes ou prendre soin de soi en tant qu'aidant, de continuer à vivre. Mais je pense que plus on reste en tant qu'aidant dans la vie, plus c'est facile pour la personne malade de suivre ce mouvement et d'être appuyé dans ce sens de la vie, quoi. Et, euh, et ça, je pense que c'est un point clé aussi, encore une fois, de continuer de vivre, d'avancer, pas comme si de rien n'était, parce que il n'y a pas rien, mais continuer simplement d'avancer, de vivre, de profiter de la vie telle qu'elle est et telle que c'est possible. C'est pas très grave si on peut pas faire tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on faisait avant, ou tout ce qu'on voulait faire, ou qu'on puisse pas se projeter. Le tout, c'est de profiter des choses telles qu'elles sont et d'avancer. Moi, je me rappelle quand j'étais malade, il y avait quelque chose qui était difficile pour moi, que mon mari faisait. Après, on a pu se réajuster, mais c'est qu'en fait, il voulait tout faire à la maison, par exemple. Parce que lui, pour lui, m'accompagner, c'est que j'ai rien à faire. Tout son temps était pris par tout faire à la maison, tout gérer. C'est évidemment une bonne intention. Et du coup, moi, ça me pesait parce que quelque part, ça montrait tout ce que j'arrivais pas à faire. Mais lui, il n'est pas responsable de ça. Et puis en même temps, je me disais, mais il faut qu'on passe notre temps à faire autre chose que de tout faire. Si on est dans l'imperfection, en fait, si la maison elle n'est pas aussi bien rangée, si tout n'est pas fait comme d'habitude. Et c'est vrai qu'on est déstabilisé chacun dans son rôle, en fait, et retrouver une place et parler de cette place, c'est hyper important. Parce que pour lui, il m'a jamais dit ça et c'est pas le genre qui dirait ça, mais il pourrait très bien dire, mais de quoi tu te plains, je fais tout pour toi.
Alors qu'en fait, oui et moi, c'est pas ça que je veux. Donc moi, je voudrais qu'on oublie tout ça, qu'on fasse autre chose et ça, c'est des moments où on a du mal à se comprendre, tout le monde veut bien faire, en fait. Mais comme tu dis, il faut de la communication parce que si on n'arrive pas à communiquer, ou si ça vient, trop, appuyer sur des zones sensibles, c'est compliqué, quoi. Saori, dans ta relation avec, ta sœur, puisque toi c'était ta sœur et que tu l'avais voyais pas au quotidien, qu'est-ce qui a pu, t'aider dans cette, impuissance, comment tu as pu la gérer? Je pense que moi, ce qui m'a aidée, c'est comme je disais au début, être dans l'action et puis finalement normaliser un peu la maladie, s'en accommoder et ça fasse partie un peu de notre quotidien, donc on planifiait les vacances, en fonction des traitements, mais c'était pas ce gros tabou, ce truc qui nous faisait peur. Je pense que c'était important aussi pour Mitch, qui était quelqu'un qui prenait soin des autres, de continuer à prendre soin des autres. Mmh. Donc finalement, en fait, elle s'est occupée de moi autant que moi je me suis occupée d'elle. Et puis on s'est occupés ensemble de notre mère qui était malade, de notre père. Et puis finalement, je crois que ça lui a fait du bien de sentir qu'elle pouvait aussi apporter des choses, aux gens. Mmh. Donc ouais, ouais, normaliser un peu, puis continuer quand même à se projeter malgré tout. C'était difficile, mais on a toujours eu chaque vacances, non? On passait ensemble, on faisait des plans ensemble de partir. Parce que c'est ce qu'on perd un peu avec la maladie, c'est l'insouciance et puis de se dire, on peut faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire et du coup on fait des projets sans même s'en rendre compte et peut-être qu'aider, à se projeter, ça peut être quelque chose qui peut aider l'autre. Et puis demander des conseils. Je sais qu'elle aimait bien donner des conseils, surtout sur problèmes de couple, sur les ados, les choses. Et je pense que du coup la personne se sent utile comme elle était avant. Ben oui, ça la résume Et, pas à une personne malade en fait. exactement. Elle a son rôle de la vie. Enfin, moi, je vois Michiko, c'était une personne qui se battait énormément, qui était toujours à fond et tout, qui en faisait beaucoup. Et du coup, c'était des fois difficile de se dire que là, elle en fait trop, de se dire, bah non, mais fais-en moins, parce que du coup, on a tendance à freiner. Donc, euh, donc voilà, c'est des fois pas forcément évident. Enfin, je veux dire, on peut avoir trouvé sa place depuis longtemps, avoir poussé plein de choses, et puis quand même être là à des moments en train de se dire, Ça a réajusté ouais, c'est à continuellement quoi. réajuster, je vais loin. Bah, parfois, on est un peu dans le doute de savoir si on fait bien ou pas. Je pense que déjà, si on fait, c'est bien. Mmh. Tant qu'on communique bien et franchement sur les choses, bah, finalement, On y on se dit arrive. les choses, on se les cale et puis voilà. Ou on prévoit des plans B, on se fait des projections, mais on se prévoit quand même le plan B au cas où. Et, euh, et voilà, on en profite, quoi. Et du coup, tous les 2, si vous aviez 3 conseils à donner, à des proches au sujet de l'impuissance, ça serait quoi? Je pense parler, c'est un peu, vient de revenir sur la communication, mais briser un peu ce sentiment de tabou, de peur, exposer sa propre vulnérabilité, je pense, de dire moi aussi j'ai peur, puis autoriser l'autre personne à dire ça. Je pense que c'est fondamental. Et puis être juste là, présent sans forcément faire des choses pour la personne, mais juste savoir que l'autre personne sache qu'elle est là. Et après, pour ne pas s'oublier, je pense que c'est important pour les dents. Être soit s'entourer, si tu as besoin d'un psy, Je pense soit d'amis, c'est un vrai sujet, ça. Ouais, et se rendre compte aussi que c'est normal de souffrir en tant qu'aidant. C'est-à-dire que souvent on a tendance à dire ouais, c'est le malade qui souffre et l'aidant, il est là pour aider. Mais c'est douloureux, c'est pas facile. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile que pour la personne malade. Et ça ne veut pas dire que ça n'est pas pour l'aidant. Surtout quand c'est une personne qu'on aime. Faut pas chercher à être un roc ultra solide qui fléchit jamais. Mmh. Parce qu'à un moment donné, ça casse et ça peut embarquer tout, quoi. On ne sera plus là pour la personne qu'on doit aider et ça serait la pire des choses. Et moi, ce que j'ai pu constater en tant qu'aidant,
c'est que finalement, toutes les relations, je vais dire les relations sincères qu'on a autour de nous, ou même les relations du type psychologue, comme tu disais, et autres personnes, bah, finalement, on s'aperçoit que quand on se fait un peu emporter par la personne, à soutenir la personne malade, quand on se fait un peu emporter et qu'on accepte de se laisser un peu emporter par ça, bah, on s'aperçoit qu'il y a toutes ces personnes qui tirent derrière, et chacune un peu comme un filet. Et, euh, et je pense que d'accepter ça, de le ressentir, c'est beaucoup plus facile après, parce qu'on n'est plus là à se dire il faut que j'ai les épaules pour tout tenir. Bah non, en fait, on s'entoure bien, et finalement, bah, fléchir un peu, et ben ça permet à la fois de relâcher un petit peu sa propre pression, et ça permet aussi à tous les gens qui entourent de se sentir aussi utiles, parce qu'ils sont là, et ils sentent que ce moment-là, bah, faut tirer un peu plus fort, et on s'aperçoit que bah, toutes les relations sincères, Et puis ça peut être une psychologue, de leur rôle, qui est vraiment important, une personne type. De confiance. Et dans ce sens-là, c'est pareil. Il y a plein de monde, en fait, soit des associations, soit des groupes de parole, soit des choses comme ça. Et heureusement, d'ailleurs, parce que même il y a les associations, parce qu'il faut pas les aidants, parce qu'au moment où on en a besoin, on est en train de il faut que ce soit. Et la dernière chose que je dirais, mais bon, ça sera le 4e conseil, du coup, c'est On était deux, ça va. c'est qu'il faut pas hésiter à le faire plus vite que nécessaire. Là, je vais prendre l'exemple de mon fils. Euh, Mon fils, dès le début de son cancer, grâce à l'association Agaro, il a été suivi par Du cancer de Michiko, ouais. Et, il a été suivi par une art thérapeute parce qu'il avait 4 ans, donc c'était plus adapté pour lui. Et, euh, et moi aussi, j'ai été suivi. Enfin, je veux dire. Et finalement, quand le besoin s'est fait ressentir, tout était déjà en place. Et je trouve que c'est finalement important de chercher rapidement, en tant qu'aidant, à mettre en place des petites choses tout autour, sans forcément s'en servir tout de suite, mais savoir que si jamais un jour il y a besoin, je peux aller un peu par là, ou je peux aller un peu par là. C'est d'anticiper, et de se projeter, et puis surtout de continuer de vivre. Enfin, et puis d'être heureux. Ça peut paraître paradoxal, mais le bonheur, c'est le chemin, et c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas le droit d'être heureux. C'est pas parce qu'on a des souffrances qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Donc il faut arriver à profiter de la vie quand on peut, même si c'est pas tout le temps, mais en tout cas quand on peut, il faut le faire, quoi. Et des fois, le tabou, il est pas là où on penserait. Non. On est surpris parce que des fois on se dit je suis ouvert d'esprit, ça on en parle bien, mais on en parle bien quand ça va bien, et puis quand c'est plus compliqué, on est surpris par rapport à ses ressentis, par rapport à ce qui nous arrive, et là il y a tout le monde interprète. Et du coup, voilà, faut juste faire attention que des fois il y a beaucoup d'interprétations des choses, et que de revenir mettre des mots dessus, ça vient apaiser. Mais en tout cas, en tant que proche, d'aller en parler à quelqu'un. Alors moi, j'ai choisi une psychologue, hein, mais après, chacun peut choisir son espace de parole. Mais alors, si on peut donner des conseils, ça peut être soit se faire accompagner par un psychologue pour dire, ben voilà, je voudrais vraiment pouvoir me libérer pour être un aidant avec l'esprit plus libre. Ça peut être aussi les associations de malades, c'est souvent, ou d'aidants, c'est souvent difficile de faire le pas parce que on a l'impression de rendre ça concret. Des fois, on a peur aussi que tout le monde va parler de son proche malade et d'être trop immergé dedans. Alors qu'en fait, c'est vraiment, je trouve que c'est des espaces où il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup d'énergie positive. Et ça fait du bien, des fois, d'entendre des mots qu'on aura envie de dire. Ouais. Et de se rendre compte que tu as des problématiques que d'autres personnes vivent. Ouais. Et on n'est pas tout seul à vivre ces choses-là. Ouais. Il y a aussi un point qui était important, et ça je l'avais travaillé avec une psy, et ça avait été assez efficace. C'est que les premiers rendez-vous oncologiques, pour le patient, c'est très compliqué, quoi. Parce qu'on nous annonce souvent on peut nous annoncer des très mauvaises nouvelles, et à ce moment-là, il y a tout qui tourne dans la tête, et on n'entend plus rien de tout ce qui se dit.
Alors on pose des questions, mais on n'entend plus rien. Et, euh, et je sais que j'ai eu la chance d'avoir une psy du CHU à l'époque qui m'avait dit en tant qu'aidant qu'il fallait que je me détache par rapport à ça. Et qui m'avait aidé à travailler sur moi pour justement être présent au moment de ces rendez-vous oncologiques, complètement d'être détaché des émotions, juste pour écouter tout ce qui se disait, pour retenir tout ce qui se disait. Et, euh, et je sais que ça avait été très efficace plus d'une fois, où au final, je m'apercevais après le rendez-vous, en rediscutant, que le patient avait pas du tout saisi. Il disait, bah, je sais plus, ou même avait oublié même des pans complètement positifs qui étaient complètement oubliés, parce qu'en fait, bah, on est pris par ses émotions. Et du coup, ça permettait de tout bien réexpliquer ce qui avait été dit et de reclarifier les choses. Et ça, c'est très important. Sachant que avec ces psys, j'avais vu pour gérer mes émotions après, parce qu'effectivement, mettre ses émotions de côté pendant un rendez-vous d'oncologie, ça veut dire mettre de côté, mais il faut les ressortir, ces émotions. Il ne faut pas les abandonner là. Et elles sont là, présentes, parce que forcément, des annonces comme ça, quand ça concerne une personne qui nous est chère, bah, ça fait mal. Ouais, et s'en occuper soit de son côté, en fait. Ouais. Et puis, quitte après un moment à plat, d'en reparler ensemble et de partager quelque chose, c'est aussi possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus partager ça avec la personne qu'on accompagne, mais ça veut dire qu'il y a différents temps. Ouais. Et choisir le bon moment pour partager ça, je trouve que c'est important. En fait, tout ce qu'on a vécu avec Michiko, avec Kenji, en fait, j'ai tellement le sentiment qu'on a fait de notre mieux, on a fait de notre mieux tous les trois, au fur et à mesure du temps, que c'est sûr qu'on aurait pu faire mieux si on nous avait dit certains trucs, ou si on avait réagi différemment. Mais j'ai presque l'impression que cette question-là, elle serait là à m'amener des regrets. Tu vois, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque. Ne te mets pas la pression. Ouais, par exemple, ça peut être ça. Pas se mettre la pression. Pas se mettre la pression. Surtout. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, pas se mettre la pression. Ouais. En fait, il ne faut pas qu'on se paralyse, en fait, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, des petites choses, des grandes choses. Il faut pas se résigner et laisser tomber. Pour moi, c'est jamais abandonner. Give up. Never give, c'est ça. Never give up.